En matière de préhistoire, les dinosaures occupent décidément une place à part dans la culture populaire. Et comme on a déjà pu le voir sur cette chaîne, c'est d'autant plus vrai depuis les années 90. Mais ces créatures ne représentent qu'une infime partie de la faune qui a vécu sur notre planète, et ça, la BBC l'a bien compris. Je vous propose donc un petit retour dans le temps sur la Terre des monstres disparus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième review de la chaîne. Après avoir parlé de Sur la Terre des dinosaures et de l'incroyable aventure de Big Al, ce nouveau documentaire est consacré à des animaux bien différents. C'est parti. Après le remarquable succès de Sur la Terre des dinosaures, les équipes de la BBC ont rapidement planché sur une suite. Et je ne parle pas d'un spin-off comme ce fut le cas pour Big Al, mais d'une vraie suite, tout aussi riche et variée, avec un retour au format des 6 épisodes de 30 minutes. Heureusement, les personnes en charge de ce nouveau projet n'ont pas fait l'erreur de faire un simple repompage du premier documentaire, c'est-à-dire faire un Sur la Terre des dinosaures 2. Tiens, quelqu'un peut dire ça aux gens responsables de la version 2025 ou ça se passe comment? Il fut donc rapidement décidé de poursuivre l'histoire où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire après l'extinction des dinosaures. Cette fois, la série va s'intéresser à un groupe qui a passé une bonne centaine de millions d'années sous la domination des reptiles géants et qui s'apprête à prendre le pouvoir, les mammifères. Tim Hines est encore et toujours derrière le projet, mais cette fois en tant que producteur exécutif, puisque c'est son collègue Jasper James qui monte en grade pour devenir le réalisateur, mais aussi le producteur tout court de ce documentaire. D'ailleurs, il est rejoint dans ce dernier domaine par Nigel Patterson, qui réalisera plus tard un autre documentaire bien connu. Framestore et Crawled Creatures sont toujours en charge des effets spéciaux et des animatroniques. Oh, ce logo, je peux toujours pas me le voir. Mais cette fois, les différents artistes et animateurs doivent faire face à une difficulté supplémentaire, puisqu'il faut désormais gérer l'apparition des poils et des plumes sur la plupart des animaux. Pour vous donner un ordre d'idée, chez un dinosaure, il n'y a que la tête qui bouge, les yeux, si le regard change de direction, et la mâchoire qui s'ouvre. Tout ceci, sans compter les mouvements de l'animal lorsqu'il se déplace, demande 3 ou 4 commandes de contrôle pour un ordinateur. Mais chez un mammifère, la peau est molle, les poils se hérissent, les oreilles bougent sans cesse, sans compter ce que j'ai cité auparavant. Tout ceci demande 20 ou 25 commandes par animal, un vrai casse-tête. Et c'est la même chose pour les animatroniques, puisqu'il faut ajouter chaque poil ou plume, un à un et à la main. Quoi qu'il en soit, la série est prête à sortir en Grande-Bretagne à la toute fin de l'année 2001 et début 2002 chez nous, mais voyons de quoi ça nous parle tout ça. Le premier épisode commence par un court résumé de l'extinction des dinosaures. Tiens, ils ont pas oublié la météorite cette fois. Et surtout, on nous présente le groupe d'animaux que nous allons suivre pendant les 3 prochaines heures. Et il s'agit tout simplement de celui auquel on appartient, celui des mammifères. Nous voici donc au début de la période Éocène, il y a 49 millions d'années, dans une forêt qui sera un jour l'Allemagne. On y suit une mère Leptictidium, un drôle de petit animal et ses petits. À cette époque, tous les poilus ont entamé leur développement, et on y croise les ancêtres de nombreux groupes modernes, les singes, les baleines, oui, ce crocodile poilu avec des pattes de canard, c'est une baleine, les chiens, et même les chevaux. D'ailleurs, on y verra tout un troupeau complètement alcoolisé, c'est vraiment pas une blague. Mais si les dinosaures ne sont plus qu'un lointain souvenir, ce sont désormais leurs descendants qui sont les maîtres des lieux, les oiseaux. Mais une catastrophe naturelle s'apprête à redistribuer les cartes. L'épisode 2 nous emmène 13 millions d'années plus tard sur ce qui deviendra un jour le désert du Sahara. Mais à la fin de l'Éocène, cette région du monde est encore un vaste océan, appelé Thétis, et dont notre Méditerranée est le souvenir. On suivra cette fois les traces de la baleine tueuse au sommet de la chaîne alimentaire, alors que le climat change et cause beaucoup de tort aux animaux, même aux plus puissants des mammifères qui ont désormais pris le pouvoir suite à la suppression de nombreuses forêts. Le troisième épisode nous emmène à l'Oligocène, il y a environ 25 millions d'années, dans ce qui deviendra la Mongolie. On y suivra la jeunesse mouvementée d'un petit indricotère, dans un monde peuplé d'un hybride entre une hyène et un fauve, et de la taille d'un rhinocéros, d'herbivores de presque 3 mètres, de cochons tueurs, bordel! Non mais vous avez vu la tronche de ce fils de saucisson? Mais pour la première fois, on comprend que le règne des mammifères est total, et que certains animaux ont même réussi à rivaliser en taille avec les dinosaures. L'épisode 4 nous ramène en Éthiopie, il y a un peu plus de 3 millions d'années. À cette époque, la faune et la flore commencent à nous être beaucoup plus familières, et de nombreux animaux sont toujours présents aujourd'hui. Quant aux autres, ce sont bien souvent des variantes de ce que l'on connaît déjà. Mais dans les forêts se cachent des créatures pas comme les autres. Des singes qui vont peu à peu
descendre des arbres pour parcourir la savane sur leurs deux jambes. Les premiers humains. L'avant-dernier épisode fait un bond dans le temps de 2 petits millions d'années et nous emmène sur un continent inexploré jusqu'à maintenant, l'Amérique du Sud. Un peu comme pour l'ère des géants dans Sur la Terre des dinosaures, cet épisode est probablement le plus populaire de Sur la Terre des monstres disparus, puisqu'on se focalisera sur le félin le plus légendaire de l'histoire, le Smilodon. On y suivra plus particulièrement l'histoire d'un vieux mâle qui devra lutter pour récupérer son territoire. Le dernier épisode nous emmène en Europe, il y a seulement 30 000 ans, vers la fin de la dernière ère glaciaire. Les ultimes protagonistes prendront la forme d'un troupeau de mammouths qui furent de loin les animaux les plus puissants de leur temps. Mais les routes qu'ils doivent emprunter lors de leurs différentes migrations sont semées d'embûches et le compte à rebours est lancé avant que cette faune spectaculaire ne disparaisse pour laisser la place nette à l'homme. Maintenant que le résumé de la série est fait, voyons ce qu'il y avait de bien dedans. Sur la Terre des monstres disparus a la lourde tâche de succéder à la série, qui reste même à ce jour la plus mythique en matière de dinosaures. Et pourtant, ce nouveau documentaire s'en sort admirablement bien. Les efforts fournis sont les mêmes, si ce n'est même plus poussé que pour Sur la Terre des dinosaures, car l'avantage qu'a eu le premier documentaire pour Tim Hines et ses équipes, c'est que les dinosaures étaient déjà en partie ancrés dans la tête des gens, rien qu'avec les 2 premiers Jurassic Park. Donc si la série s'avérait de bonne facture, on peut logiquement penser que le succès allait suivre, du moins en partie, d'autant plus qu'on était vraiment en pleine dinomania à l'époque. Mais pour Sur la Terre des monstres disparus, c'est très différent. Alors certes, les gens avaient bien quelques notions sur les mammouths ou les tigres à dents de sabre, mais ce petit gars avec sa trompinette là, qui arrive même pas à attraper un lézard, il allait se vendre comment? Et on en parle un instant du calicotère. Vas-y, non mais t'as vu sa tête? Va vendre un calicotère toi! Punaise, mais même les autres animaux lui chient dessus! Vous vous rendez compte? Les bousiers de Sur la Terre des géants n'ont même pas fait le déplacement pour nettoyer, c'est vous dire. Et pourtant, dans certains pays comme l'Italie, la Russie ou encore l'Allemagne, cette série a encore mieux marché que sur celle sur les dinosaures. Et on comprend vite pourquoi. Pour commencer, je trouve les épisodes mieux écrits que ceux de la série précédente. On va plus en profondeur avec les animaux stars de chaque épisode, mais toujours sans les faire passer pour des héros, comme pour Big Al. Pour me faire comprendre, les épisodes de Sur la Terre des dinosaures, malgré toute leur qualité, n'avaient pas forcément de grands scénarios. Ok, pour les diplodocus et le voyage du ptérosaure géant, je veux bien. Mais pour le reste, prenez l'épisode 3 par exemple, qui est mon préféré pourtant, mais on suit seulement les animaux un par un dans leur environnement, c'est tout. Alors que dans Sur la Terre des monstres disparus, c'est plus poussé. Alors, l'épisode 1 reste dans la lignée des scénarios des épisodes sur les dinosaures, mais dans l'épisode 2, on suit une femelle Basilosaurus qui lutte par tous les moyens contre la famine alors qu'elle est enceinte. Dans le 3, c'est les premières années de vie d'un jeune Andricotère et de comment il va vivre l'abandon de sa mère. Dans le 4, on s'intéresse à un groupe d'Australopithèques qui vit des moments difficiles et leur parcours pour se souder et former une vraie famille. Dans le 5, c'est la lutte d'un vieux Smilodon qui doit reprendre le pouvoir dans son clan après s'être fait chasser de celui-ci, et enfin dans le dernier épisode, c'est le voyage aller-retour d'une horde de mammouths durant l'ère glaciaire, et les difficultés que ce voyage comprend. On donne même des noms à certains animaux. Bon, par contre ça vole pas très haut. Par exemple, ce gros chat là, c'est un tigre à dents de sabre, et il n'en a qu'une. Et bah on va l'appeler Dents de Sabre. Et cet Australopithèque qui est le plus âgé de son groupe, vous savez quel nom ils lui ont donné? Le vieux. Non mais c'est vrai quoi, pourquoi se casser la tête quand la vie peut être si simple? En tout cas, toutes ces histoires sont super bien foutues et nous présentent une faune très diverse. On voit littéralement tous les groupes de mammifères ou presque. Les éléphants, les rhinocéros, les singes, les fauves, les baleines, les chevaux, les tatous punaises. C'est assez hallucinant quand on y pense. Il y en a très peu qui sont mis de côté et certains groupes sont même parfois représentés par plusieurs animaux. On a par exemple 3 espèces de félins, le Dinophélis, le lion des cavernes et enfin le Smilodon. Et en parlant de ce dernier, on va aborder le design des animaux. L'ajout de poils et de plumes a beau avoir été une galère pour Framestore, on verra d'ailleurs ça dans la section d'après, certains animaux sont particulièrement réussis, à commencer par le fameux tigre à dents de sabre. Il est vraiment ce qu'on attend de lui, badass, dangereux, puissant et même majestueux. Pour les fans de cet animal, l'épisode 5 en lui-même est un cadeau tombé du ciel, mais les créateurs ont encore une fois fait les choses bien. L'animal est un peu iconisé, mais sans jamais trop en faire. Par exemple, c'est pas parce que t'es un Smilodon que tu peux faire quoi que ce soit contre un tatou de la taille d'une voiture. Et les paresseux de la taille d'un éléphant leur mettent des gifles sans pression. Concernant les autres animaux, je trouve les baleines préhistoriques très réussies également. D'ailleurs, les plans dans l'eau sont sublimes. Les mammouths sont aussi impeccables et on voit la différence entre les femelles aux plus petites défenses et les mâles. Et j'ajouterai aussi les rhinocéros et l'oiseau de terreur appelé Phorus racos à cette liste, que je trouve très bien foutu, notamment dans sa gestuelle. D'ailleurs, les mouvements en général des animaux sont tous proches de la perfection, de même que les environnements choisis pour chaque épisode.
épisode. De plus, la série est plus dynamique que sur la Terre des dinosaures, et on doit ça à la patte de Jasper James. D'ailleurs, lorsque les épisodes d'une même série seront réalisés par lui d'une part et par Tim Hines de l'autre, on verra nettement la différence. James est un peu plus dans l'action, et Hines dans la magie et la découverte, mais les deux styles se complètent super bien. Et vous savez ce qui est super aussi? Comme d'habitude, il s'agit des musiques. Celles-ci, toujours composées par Benjamin Bartlett, sont assez différentes de Sur la Terre des dinosaures, mais elles s'imprègnent super bien à leur thème et à ce que l'histoire raconte. Je vous donne quelques exemples. L'épisode 1 se passe dans une forêt, et la musique nous plonge vraiment dans cet univers. On a l'impression de se diriger vers la canopée avec un lever de soleil en fond, jugez par vous-même. Même principe dans l'épisode 5, lors d'une séquence de chasse des Smilodons, on veut nous faire monter en tension et nous faire comprendre qu'il s'agit d'un des carnivores les plus impressionnants que le monde ait connu. Écoutez un peu. Ils ont même ajouté des bruits de sabre ou d'épée qui s'aiguisent pour faire référence aux dents des carnivores. Une idée qui paraît tellement simple, mais qui est géniale. Et enfin, avec les Australopithèques, la musique monte de plus en plus dans l'épique, et avec un semblant de voix derrière, comme pour nous faire comprendre que l'environnement est en train d'assister à l'avènement d'une lignée qui va changer le monde. Enfin, côté narration, on retrouve toujours Kenneth Branagh pour ce qui est de la VO. Et comme d'habitude, il remplit son rôle de manière simple et sans trop en faire. The terror birds are supreme opportunists. They may have been replaced as top predators, but they have quickly found new ways of surviving. Du côté de la VF, on a voulu rester sur une voix qui apporte plus de mystère, et c'est Féodor Atkin qui prend la relève de Monsieur Dussolier. Depuis 40 millions d'années, les plaines d'Amérique du Sud vivaient sous le règne d'un groupe de prédateurs féroces. Les bien nommés oiseaux terreurs. Sachez en tout cas qu'il existe une version courte de ce documentaire, de 1h30 environ, et dont la narration est faite par André Dussolier. Mais comme pour Sur la Terre des dinosaures, il s'agit d'un documentaire assez vieux, parce qu'il a quand même 24 ans. Donc il y a quelques petites erreurs qui posent problème aujourd'hui. Avant de parler d'éventuels problèmes liés à la science, on va parler des animaux en eux-mêmes. J'ai dit il y a quelques minutes que certains animaux étaient très bien faits, mais pour d'autres, on voit que Framestore a un peu galéré. Je pense notamment aux Australopithèques qui font un peu faux par moment, on dirait que leur texture n'est même pas complétée. Et puis dans De Sabre, il lui manque quel chicot exactement? C'est celui de gauche? Ou bien celui de droite? Non, là c'est celui de gauche, on est d'accord. Faut savoir les gars. Et c'est un peu la même chose pour les animatroniques conçus par Crowled Creatures, qui ne sont pas toujours au top, parce que n'allez pas me faire croire que cet indricotère se sent bien là, il a clairement envie de crever. Donc pour ce qui est de la science, il y a des erreurs moins évidentes que dans Sur la Terre des dinosaures, mais on peut quand même en citer quelques-unes. Par exemple, l'Ambulocetus, cette baleine poilue, a été retrouvée au Pakistan, et non en Allemagne, même si l'époque est bonne. Et même si les tigres à dents de sabre ont bel et bien côtoyé des oiseaux de terreur, les Phorusrhacos avaient disparu bien avant l'arrivée des félins en Amérique du Sud. Pour le reste, les erreurs sont plutôt dues au fait que le documentaire date de 2001, et que la science a avancé depuis. Pour citer quelques cas, l'indricotère s'appelle à présent Paraceratherium. Ouais, on dirait le nom d'un nouveau frangin du Doliprane. Mais surtout, il n'est plus forcément considéré comme le plus gros mammifère de l'histoire, puisque ce titre se joue désormais avec le Paléoloxodon, une sorte d'éléphant sous stéroïdes. Ensuite, ce fils de cochonou est en fait plus proche des hippopotames que des porcs. Le Macrokenia, un herbivore étrange et sans descendance moderne, n'avait finalement peut-être pas de trompe. Et le régime alimentaire de cet oiseau géant, le Gastornis, n'était peut-être pas exclusivement composé de viande. Certains chercheurs pensent même qu'il n'était qu'un casseur de graines. En fait, c'était peut-être juste un gros canari. Enfin, le dernier point que je vais aborder n'est pas nécessairement une critique, mais je tenais à en parler. On a vu depuis Sur la Terre des dinosaures que la nature dans ces documentaires était représentée dans tous ses aspects, de ses plus magiques jusqu'à ses plus sombres. Et quand je vous dis sombre, je ne parle pas du fait qu'on assiste à des scènes de copulation massive dans chaque épisode de Sur la Terre des monstres disparus. Non mais là par contre les gars, il y a des sites dédiés à des scènes comme ça, vous savez. Bon, plus sérieusement,
Sérieusement, je parle de scènes plutôt tristes et dures. Et dans ce documentaire, pour le coup, ça part assez loin. On a la mort de la matriarche des mammouths, de ce petit rhinocéros, la progéniture de Dents de Sabre qui se fait assassiner par des Skywalker version félin, Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? mais surtout, on en parle de ce poussin qui se fait désosser vivant par des fourmis géantes. Non mais là, cette scène... c'est trop. Et je peux vous assurer qu'après ça, il n'y a aucune scène chaude de la série qui va vous faire de l'effet. Au final, Sur la Terre des monstres disparus aura été un véritable pas en avant pour la BBC. Non seulement le documentaire a mieux marché que prévu, mais toutes les équipes en charge de la série ont passé un cap en matière de scénario, et ils ont prouvé que n'importe quelle créature pouvait être aussi intéressante que les dinosaures. Sachez d'ailleurs qu'il existe 2 épisodes additionnels de 50 minutes chacun, appelé Le Triomphe des mammifères et Un singe pas comme les autres, qui sont en quelque sorte des making-of de la série, tout en étant des petits documentaires à part entière, et en plus avec un peu d'humour. Il existe aussi une autre série de 4 épisodes qui est venue compléter le documentaire principal, Sur la Terre de nos ancêtres. Celui-ci raconte l'épopée humaine de façon plus détaillée. On y apprend notamment plus sur les liens sociaux chez nos ancêtres, comment le langage est né, ou encore pourquoi les couleurs de peau varient entre les individus. Mais il est assez différent de tous les autres documentaires qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il n'est pas du tout réalisé par l'équipe de Team Heights, mais par Pierre de Lespinois, qui, cela dit, a fait plusieurs documentaires sur les dinosaures, dont on va bientôt parler sur cette chaîne. Mais cette fois, on voit qu'il a fait avec les moyens du bord, car le budget semble avoir été nettement revu à la baisse. Honnêtement, je vous conseille de le regarder uniquement si vous êtes très intéressé par la lignée humaine. Dans le cas contraire, les infos présentes dans Sur la Terre des monstres disparus sont largement suffisantes. Enfin, pour ce qui est des notes, je mets un 9,5 sur 10 à Sur la Terre des monstres disparus en tant que série, comme pour Sur la Terre des dinosaures. Je n'ai vraiment rien à redire dessus, et si je ne lui mets pas un 10, c'est uniquement parce que je sais qui je compte placer au-dessus. Côté science, il y a quelques erreurs, mais c'est globalement plus solide que le doc sur les dinosaures, et c'est assez surprenant de voir à quel point ce documentaire s'en sort encore admirablement bien aujourd'hui. Ce sera donc un joli 8 sur 10. Et voilà, j'en ai fini pour cette 3e review de la série Walking With. La semaine prochaine, on fera enfin le focus dédié aux brachiosaures. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao.